si tout ce que vous avez jamais fait, chaque choix, chaque souffle, chaque chagrin d'amour n'était pas réel, pas dans le sens rêveur où nous vivons dans une simulation, mais réel seulement parce que quelqu'un d'autre a décidé qu'il devait l'être, parce que c'est l'épine dorsale de cette expérience de pensée. Elle ne vous demande pas de douter du monde. Elle vous demande de douter de vous, de vos décisions, de votre éthique, de votre fierté d'être une bonne personne. Elle murmure. Et si votre moralité était fabriquée? Et si vous n'étiez bon que parce que vous n'avez jamais été testé? Et si au fond de vous, vous n'étiez pas celui que vous pensez être? C'est la terreur que les philosophes ont ressentie, parce que cela ne concerne pas un monde faux. Cela concerne votre caractère non prouvé. Et il y a une question qui ouvre tout grand. Si personne ne vous regardait, qui deviendriez-vous? Commençons. Le silence de l'interrupteur. En 1967, la philosophe Philippa Foot a posé un scénario qui est devenu légendaire, affiné plus tard par Judith Jarvis Thomson. Le monde l'appelle le problème du trolley. Vous vous tenez près d'une voie ferrée. Un trolley fonce en avant, hors de contrôle. Sur la voie principale, 5 ouvriers sont attachés. Ils vont mourir. Mais à côté de vous se trouve un levier. Tirez-le. Et le trolley bascule sur une autre voie où un ouvrier se tient. Une vie pour en sauver 5. Auriez-vous tiré le levier? Presque tout le monde dit oui. C'est douloureux, mais 5 l'emportent sur 1. C'est de simples mathématiques, un calcul sinistre. Mais maintenant, changeons cela. L'inconnu sur le pont. Vous êtes sur un pont piéton au-dessus des voies. Le trolley fonce en dessous, se dirigeant à nouveau vers 5 personnes. À côté de vous se tient un homme corpulent. Vous pourriez le pousser du pont. Il tomberait sur les voies, arrêtant le trolley. Il mourrait, mais les 5 vivraient. Le pousseriez-vous? Cette fois, la plupart des gens hésitent et disent non, parce que maintenant, vous ne basculez pas les voies. Vous utilisez quelqu'un. Vous causez du mal pour créer du bien. Ce n'est plus une question de résultat. C'est une question de la sorte de personne que vous êtes prêt à devenir pour l'obtenir. Et c'est ici que commence le démantèlement. La philosophie derrière la panique. Vous venez de pénétrer dans la guerre entre 2 philosophies anciennes. L'utilitarisme dit que la bonne chose est celle qui crée le plus de bien pour le plus grand nombre. La déontologie dit que certaines actions sont toujours mauvaises, peu importe ce qu'elles accomplissent. Sauver 5 vies semble juste. Mais pousser une personne à sa mort, même pour une raison noble, semble faux. Alors, où tracez-vous la ligne? Combien de moralité est un calcul? Combien est un instinct? Et si vos instincts étaient construits sur des illusions, l'ombre que vous ne connaissiez pas? La plupart des gens s'éloignent du problème du trolley en pensant « Je suis une personne décente. Je ferai la bonne chose. » Mais c'est le piège. Cette expérience ne teste pas votre intelligence. Elle teste votre confort face à la violence morale. Elle montre qu'en vous et en moi se trouve quelqu'un qui peut peser une vie comme une monnaie. Et une fois que vous voyez cette ombre, vous ne pouvez plus l'ignorer. Parce que si vous pousseriez quelqu'un à sa mort pour en sauver 5, de quoi d'autre seriez-vous capable quand les raisons semblent assez nobles? Combien de lignes seriez-vous prêt à franchir? Si la justification est forte, quand la logique échoue, votre âme. Les philosophes n'ont pas craint cette expérience de pensée parce qu'elle était violente. Ils l'ont crainte parce qu'elle rendait l'âme calculable. Parce que si votre éthique dépend des circonstances, de la logique, des résultats, alors qui êtes-vous? Une simple machine morale, un simple schéma d'équation se faisant passer pour une personne? Que devient la compassion quand elle devient un problème de maths? Que devient la conscience quand elle plie face à la commodité? C'est ce qui les terrifiait. Pas la décision, mais le fait que vous puissiez justifier n'importe quoi si vous êtes assez malin. Qui êtes-vous sans les règles? Cette expérience dépouille tout ce que vous utilisez pour vous sentir juste. Peu importe à quel point vous avez été gentil, spirituel, généreux. Au moment du levier, au moment de la poussée, la seule chose qui reste est votre volonté de causer de la douleur pour le bien supérieur. Et c'est là que les philosophes ont commencé à murmurer quelque chose de plus sombre. Peut-être que la moralité n'est pas du tout une question d'avoir raison. Peut-être est-ce simplement une hiérarchie de culpabilité. Choisir la culpabilité avec laquelle vous pouvez vivre. Portez-vous la culpabilité de laisser mourir 5 personnes ou celle de tuer une? Que votre âme peut-elle survivre? C'est votre réponse. C'est pourquoi vous êtes mal à l'aise.
Si vous vous sentez troublé, vous n'êtes pas seul. Le problème du trolley révèle le tribunal intérieur de votre esprit. La partie de vous qui est toujours jugée. Il demande « Qui devenez-vous quand il n'y a pas d'applaudissements pour faire la bonne chose ? Seriez-vous un sauveur, un lâche, un tueur, un justificateur ? Vous éloigneriez-vous hanté ? Dormiriez-vous la nuit ou plus jamais ? C'est pourquoi cette expérience de pensée secoue encore les gens, parce qu'elle ne vous montre pas le monde. Elle vous montre vous. Et elle se moque de ce que vous dites. Elle n'écoute que ce que vous feriez quand le silence arrive. Mais ce n'est que le début. Parce que le problème du trolley n'est que la première couche. Il y a une autre expérience de pensée bien plus troublante. Celle qui vous demande de regarder chaque bonne chose que vous avez faite et de vous demander si elle était vraiment une question de bonté. Si vous avez été manipulé sans le savoir. Si votre identité est le produit de choix invisibles que vous n'avez jamais faits. Et si c'est le cas, alors qui tire vraiment sur votre levier? Nous allons plonger là-dedans maintenant. La marionnette que vous ne saviez pas être. On vous dit que vous êtes libre. Vous faites des choix. Vous croyez au bien et au mal. Vous aimez qui vous voulez. Vous vivez comme vous voulez. Mais voici l'expérience de pensée qui a fissuré cette illusion. Elle ne demande pas si le monde est réel. Elle demande si vous l'êtes, si vos rêves sont vraiment les vôtres, ou s'ils ont été plantés, si vos valeurs ont été choisies ou programmées. Cette idée n'est pas venue de la science-fiction. Elle est venue des couloirs froids de la philosophie académique. Elle s'appelle la machine d'expérience. Et elle ne vous terrifie pas parce qu'elle est impossible. Elle vous terrifie parce qu'au fond de vous, vous savez que vous pourriez dire oui. La machine qui vous donne tout. Imaginez ceci. Des scientifiques inventent une machine parfaite. Vous vous allongez dedans. Fermez les yeux et pour le reste de votre vie, vous vivez un rêve. Un rêve si vif, si parfait, que vous croyez qu'il est réel. Vous pouvez être n'importe qui. Un artiste, un génie, un sauveur du monde, tous les plaisirs, toutes les victoires, tous les amours. Et vous ne saurez jamais que c'était une machine. Vous ne vous souviendrez jamais de l'avoir branchée. Pour vous, cela semblera la vie. Le feriez-vous ? Choisiriez-vous une illusion parfaite plutôt qu'une réalité chaotique et incertaine ? La plupart des gens disent non. Mais pourquoi ? Quand le philosophe Robert Nozick a proposé cela en 1974, il s'attendait à une division, mais la plupart des gens ont dit « Non, je ne me brancherai jamais ». Il prétendait que ce ne serait pas réel. Je veux la vérité, pas la fantaisie. Je veux faire, pas juste avoir l'impression de le faire. Mais voici le piège. Vous vivez déjà dans des illusions. Vous poursuivez déjà des sentiments plutôt que des faits. Vous construisez déjà une vie basée sur ce qui fait du bien, pas sur ce qui est vrai. Donc peut-être que la machine n'est pas loin. Peut-être que vous y êtes déjà. Pas construite avec des fils, mais par la culture, les louanges, la peur. La vraie machine est la société. La machine n'est pas cachée dans un laboratoire. Elle est cachée dans votre enfance. On vous a dit « Sois gentil, sois intelligent, sois impressionnant, et les gens t'aimeront ». Alors, vous êtes devenu ce qu'ils voulaient. Vous avez construit une identité autour de l'acceptation. Vous avez poursuivi des accomplissements. Vous avez joué le héros. Vous avez souri quand vous aviez envie de hurler. Et lentement, vous avez oublié que l'interrupteur avait été actionné. Vous avez commencé à croire que vos désirs étaient les vôtres. Mais était-il ? Où était-il le code de la machine écrit en applaudissements ? Votre douleur était la programmation. La machine d'expérience n'est pas une question de plaisir. C'est une question de contrôle. Parce que si quelqu'un connaît vos peurs et vos envies, il peut écrire toute votre vie comme un script. Réfléchissez-y. Vous craignez d'être inutile, alors vous surtravaillez. Vous craignez d'être détestable, alors vous donnez trop. Vous craignez d'être vu comme égoïste, alors vous vous rétrécissez. Et plus vous jouez ces rôles, plus les gens vous récompensent. Vous êtes si serviable. Vous êtes un si dur travailleur. Vous êtes toujours là pour les autres. Mais chaque compliment est un nouveau fil. Chaque like est une autre pulsation de simulation. Vous vous sentez bien, mais vous n'êtes pas libre. Vous êtes dressé. C'est pourquoi la machine terrifie les penseurs. Ce n'est pas une question de science-fiction. C'est la réalisation malade que la plupart des gens n'ont pas besoin de se brancher sur une machine. Ils ont déjà leur travail qui est la machine, leur relation, leur religion,
leur réputation. Un rêve soigneusement codé qui dit « Si tu continues à jouer le rôle, nous continuerons à te donner du sens ». Et ce que le philosophe Nozick demandait vraiment, c'était ceci. Si nous vous offrions une vie de vérité, pleine de douleur, de pertes, de confusion, mais réelle, la choisiriez-vous? Ou resteriez-vous dans le confort du mensonge? C'est pourquoi vous luttez encore. Vous dites que vous voulez de la clarté. Mais la clarté exige de sortir de la machine. Et sortir signifie décevoir les gens, briser les schémas, perdre les rôles, s'asseoir dans le silence. C'est pourquoi la plupart ne partent jamais. Parce que la machine vous donne quelque chose de précieux, un rôle facile à jouer. Il n'est peut-être pas joyeux, mais il est familier. Et dans un monde qui vous secoue constamment, la familiarité ressemble à la sécurité. Mais à quel prix? Que perdez-vous en étant leur version de vous? La liberté n'est pas ce que vous pensez. Voici l'ironie brutale. Les gens pensent que la liberté est faire ce qu'ils veulent. Mais si ce que vous voulez vous a été donné par des publicités, des enseignants, des blessures, des tendances, alors comment est-ce libre? Peut-être que la liberté n'est pas le choix. Peut-être que la liberté est la capacité à questionner vos choix. Demandez, pourquoi veux-je cela? Qui bénéficie de ce que je le veuille? Que choisirais-je si personne ne regardait? La machine ne veut jamais que vous posiez ces questions parce que le moment où vous le faites, elle commence à se briser. Vous n'avez pas à vous échapper. Vous devez vous réveiller. Nozick n'a jamais dit que la machine était maléfique. Il voulait juste que vous remarquiez à quel point elle est séduisante. Elle vous donne une belle histoire, mais elle vole votre authorship. Et vous n'avez pas à la détruire du jour au lendemain. Vous devez juste commencer à remarquer la différence entre ce qui vous apaise et ce qui vous libère, entre ce qui gagne des applaudissements et ce qui gagne la paix, entre ce qui vous garde en train de rêver et ce qui vous laisse enfin vivre. Mais il y a une dernière expérience. Vous avez rencontré le trolley. Vous avez rencontré la machine. Toutes deux terrifiantes. Mais il y a une dernière expérience de pensée. Celle dont les philosophes murmurent dans les revues, mais qu'ils enseignent rarement. Parce qu'elle ne teste pas votre moralité ni votre identité. Elle teste votre existence même. Elle pose la question la plus impensable. Et si tout, même votre conscience, n'était qu'une boucle, un rêve répétitif qui fait écho pour toujours? Et si c'était vrai, alors qu'est-ce qui est réel? Et plus important encore, qui vous regarde de l'extérieur du rêve? Nous y allons. Maintenant, l'observateur derrière le rideau. Chaque croyance que vous avez, chaque émotion qui monte et descend, chaque identité que vous portez, comme un badge dans ce carnaval de la vie. Et si rien de cela n'était vous? Pas vraiment. Parce que voici la dernière expérience de pensée. Et elle ne demande pas ce que vous feriez. Elle demande ce que vous êtes. Elle s'appelle le modèle phénoménal du soi. Et elle est si déstabilisante que certains philosophes ont averti qu'elle pourrait déclencher une panique existentielle si on allait trop loin. Vous êtes prêts? L'illusion qui vit comme une personne. En ce moment, vous avez l'impression d'exister, n'est-ce pas? Un penseur, un choiseur, un sentant. Vous ne vivez pas seulement la vie. Vous croyez être celui qui la vit. Mais le modèle phénoménal du soi dit que ce sentiment d'être vous n'est qu'un tour. Pas une âme, pas un fantôme, pas même une conscience. Juste un modèle, une simulation que votre cerveau crée pour maintenir le corps en vie. Il se regarde dans le miroir et dit « Ah oui, c'est moi ». Il entend des pensées et croit « Je les pense ». Il sent la douleur et conclut « Cela m'arrive ». Mais en réalité, il n'y a pas de vous à l'intérieur. Juste une tempête de sensations qui exécute un script, une interface utilisateur, comme un personnage à l'écran qui croit être réel pendant que le code tourne derrière. Pourquoi cela a-t-il ébranlé les penseurs les plus profonds? La plupart des gens craignent la mort. Mais cette expérience de pensée ne craint pas la mort. Elle questionne si la vie telle que nous la connaissons a jamais commencé. S'il n'y a pas de vrai soi au centre, alors qui a peur? Qui tombe amoureux? Qui rêve? C'est la partie qui terrifie non seulement les penseurs, mais aussi les moines, les neuroscientifiques et les chercheurs spirituels. Parce que plus ils essaient de trouver l'œil à l'intérieur du corps, plus il disparaît. Ils éliminent les pensées, les souvenirs, les préférences, les réactions. Et au centre, le silence. Rien d'autre qu'un espace où vous étiez censé être. Vous êtes le rêve, pas le rêveur. Vous ne rêvez pas des rêves.
Vous êtes le rêve. C'est ce que les mystiques anciens murmuraient. C'est ce que des philosophes comme Thomas Metzinger ont osé dire. Et c'est ce qui a terrifié même les scientifiques les plus rationnels. Parce que si votre sentiment de soi n'est qu'un modèle, alors qui ou quoi regarde le modèle? Qui voit les pensées? Qui remarque la remarque? Il doit y avoir un observateur. Mais cet observateur n'a pas de voix, pas de genre, pas de souvenir. Il regarde juste. Il vous regarde rire. Il vous regarde pleurer. Il vous regarde lutter pour vous trouver tout en sachant qu'il n'y avait jamais de soi à trouver. Mais attendez, n'est-ce pas déprimant? Vous pourriez le penser. La plupart le font au début. L'idée que vous n'existez pas, que votre nom, votre histoire, vos luttes ne sont que du code transmis par les gènes et la culture. Oui, c'est effrayant. Mais ensuite, quelque chose d'étrange se produit. Une fois que la panique s'estompe, vous vous sentez plus léger, comme si le poids que vous portiez n'était pas le vôtre dès le départ. Parce que s'il n'y a pas de vous qui tient la douleur, alors peut-être que la douleur n'était jamais personnelle. Elle passait juste, comme des nuages à travers un ciel qui ne bouge jamais. Et pour la première fois, ce ciel devient visible. Le ciel est l'observateur. C'est le secret que les mystiques et les philosophes partagent. Ils ne le disent pas toujours avec les mêmes mots. Certains l'appellent Brahman, certains l'appellent le Tao, certains l'appellent Dieu, d'autres l'appellent la conscience pure. Mais ils pointent tous vers la même chose. Il n'y a pas de soi solide et séparé. Il n'y a que l'expérience qui se produit. Il n'y a que la présence qui témoigne. Et une fois que vous voyez cela, non pas comme une idée, mais comme une expérience directe, vous commencez à vivre différemment. Pas comme une personne qui poursuit un but, mais comme une danse qui se produit à travers vous. L'astuce est d'arrêter de s'accrocher. Vous avez passé toute votre vie à essayer de construire un fort sentiment de soi, à vous définir, à le protéger, à le raffiner, à le rendre aimable, à le rendre précieux. Mais peut-être que la vraie liberté est de le lâcher. Pas d'une manière imprudente. Pas pour devenir rien, mais pour réaliser que qui vous êtes vraiment n'était jamais le masque que vous avez construit. Et jamais la machine que vous avez obéie. C'était l'espace derrière tout cela. Le silence qui regarde les pensées, la conscience consciente d'elle-même. Et c'est la seule chose que le monde ne peut pas manipuler parce que ce n'est pas un rôle. Ce n'est pas un sentiment. Ce n'est même pas une pensée. C'est le tour silencieux qui répare tout ce avec quoi vous luttez parce qu'il révèle qu'il n'y avait jamais rien de cassé, seulement mal identifié. Alors maintenant, quoi? Maintenant, vous vous réveillez lentement. Pas en changeant de travail, pas en déménageant en ville, pas en remplaçant des pensées, mais en questionnant doucement chaque couche d'illusion. Vous demandez, à qui appartient ce désir? À qui appartient cette peur? Qui est celui qui remarque tout cela? Et en demandant, vous commencez à le sentir. La liberté sous le bruit. Pas bruyante, pas dramatique, juste du calme. Comme une vérité oubliée, se souvenant pour la première fois. La pensée finale. Et si tout ce temps, vous n'aviez jamais été le penseur, jamais le lutteur, jamais le rôle, juste la conscience attendant patiemment en arrière-plan pour que vous arrêtiez de performer, d'arrêter de prétendre, d'arrêter de s'identifier et simplement revenir. Pas à une version de vous, mais à l'observateur. Celui qui était toujours là avant la pensée, avant le souvenir, avant l'illusion de vous. Bienvenue à la maison.